Salut à tous, c'est Aka. Petit message juste avant de commencer pour vous dire qu'on enregistre ces épisodes 4 par 4 et du coup je pourrais pas améliorer la prise de son avant le 5e épisode. J'espère que le mixage suffira à que vous passiez quand même un bon moment et que les sujets seront assez intéressants. N'hésitez pas à faire des retours. Des bisous. Re tout le monde, re à nos auditeurs, et donc on va continuer cette petite journée de débat sur le jeu de rôle. Je nous accompagne toujours avec le même groupe. On va pas en faire la présentation, vous pouvez aller voir la première vidéo concernant cela, ou côté le premier épisode. Et donc à partir de là, nous allons attaquer le deuxième sujet aujourd'hui, un sujet qui va être plutôt à débat, je pense. Il s'agit de la cohérence joueur-personnage. Un nom encore une fois très peu pratique. Oui, mais il est vendeur. L'idée, c'est donc cette faculté de créer un déséquilibre entre nous joueurs et la fiche de personnage, et donc d'essayer de voir comment réussir à endiguer le problème qui est que certaines personnes ont un très bon roleplay et des statistiques de charisme, par exemple, qui sont complètement ratées, ou des statistiques d'intelligence du personnage qui est très poussée, avec parallèlement un personnage qui a très peu d'idées. Voilà, les limites du joueur par rapport à son personnage et du coup la cohérence de l'univers qui va avec, parce que très souvent ça permet de minimaxer quand on est un bon joueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Que ça a toujours été un problème. Ouais, c'est une question compliquée, et je pense pas qu'il y ait des solutions parfaites. Ouais. Bah, je me demande, en fait, est-ce que c'est pas plus un problème du joueur qui a pas choisi le bon archétype ou le bon type de personnage par rapport à ce qu'il sait faire? D'un côté, on fait pas vraiment du jeu de rôle pour jouer nous-mêmes, en fait. Tout à fait. On aime bien jouer un personnage qui est différent de nous. En fait, je pense que ça vient de la part que le joueur met de lui-même dans son personnage. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui sont pas capables de faire la part des choses entre eux-mêmes et le personnage, et qui vont réagir, qui vont faire naturellement réagir leur personnage comme ils réagiraient eux-mêmes, même si le concept de leur personnage est très éloigné. On le fait un peu tous. Et très souvent, sur l'exemple de charisme et d'intelligence. En fait, à chaque fois qu'il s'agit de compétences ou de capacités purement mentales, voilà. Des connaissances, des facultés de raisonnement, des capacités d'expression, tout ce qui est purement mental, vu que contrairement à ce qui est physique, tout ce qui est physique de toute façon on n'utilise jamais les caractéristiques physiques du joueur, c'est entièrement c'est entièrement le jet de dés et les stats physiques du personnage. Pour ce qui est du mental, c'est quand même le joueur qui va proposer des idées pour avancer dans le scénario, résoudre des enquêtes. Le joueur va faire du roleplay aussi, et parfois le meneur va être tenté de lui faire réussir certaines actions parce qu'il a fait un bon roleplay. Ou les connaissances, comme on disait tout à l'heure, les connaissances des étudiants en physique, ou les connaissances du super bricoleur du groupe. Le personnage ne les a peut-être pas forcément. Alors on peut se limiter. Quand le personnage les a pas, il faut aussi savoir. Se limiter, mais là, c'est le cas de figure où il n'y a pas de problème, du coup. Oui, voilà. C'est-à-dire que si t'as que des joueurs exceptionnels à ta table, il n'y a jamais de problème, en fait. Je pense que le problème du jeu de rôle, c'est que ça n'arrive pas. Parce que savoir se limiter en tant que joueur, au niveau intellectuel, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir se dire, tiens, je vais me limiter parce que mon personnage, il est pas censé savoir faire ça. C'est quelque chose, il faut savoir prendre. Quand on remarque, il faut se limiter. Il faut savoir le remarquer. Le personnage ne le sait pas. Donc, moi, j'ai une question pour vous en tant que maître de jeu, parce que c'est un truc, en tant que maître de jeu, que j'ai beaucoup de mal à gérer, ce genre de situation. Comment vous faites, d'une part, quand vous avez des joueurs qui ont choisi des domaines de compétences très différents tous, et que vous avez par exemple un joueur très fort qui décide de faire le plan de bataille, par exemple, alors qu'il a décidé d'être une brute sans cervelle, et qu'à côté vous avez du coup le joueur qui a décidé d'être le plus fin stratège du monde, qui s'est blindé en intelligence, et qui du coup se retrouve un petit peu à se faire voler sa place et son intérêt, quoi. Comment vous faites-vous pour le gérer? Et surtout, comment vous faites pour le gérer quand ça met en interaction deux joueurs? Parce qu'il peut y avoir l'interaction entre le scénario et la situation. C'est-à-dire le joueur qui va négocier, qui va décider de faire le plan, mais à ce moment-là, ce sera juste dans une situation spécifique.
Et il va y avoir la confrontation entre les joueurs aussi, qui va être du coup la confrontation physique qui va être facile grâce aux règles à administrer, à gérer. Et par contre, la confrontation intellectuelle qui du coup va être compliquée à gérer parce que les deux joueurs ont pas les mêmes caractéristiques, mais pourtant ils ont tous les deux un cerveau. Tout à fait. C'est pas dit. Pour moi, il y a différents cas là-dedans. Il y a un cas qui, pour moi, est le plus dur à traiter. C'est-à-dire que dans le cas où, par exemple, celui qui fait le plan de bataille, par exemple, celui de la grosse goutte fait un plan de bataille et que, en tant que MJ, tu vois pas de meilleur plan de bataille que ça, et que l'autre, bah, du coup, il en voit pas non plus de meilleur. Ça, c'est le cas, on va dire, le plus dur parce que même toi, en tant que MJ, tu vois pas comment tu pourrais aider l'autre qui est censé être vraiment un très fin stratège, lui donner un conseil en lui disant bah tiens toi en tant que fin stratège tu pourrais lui dire parce que c'est un fin stratège etc. lui dire oui mais toi tu vois que tu pourrais l'améliorer et tout ça parce que c'est le fin stratège et à ce moment-là tu lui dis bah, parce que t'es très bon tu vois mieux. Déjà c'est une manière de régler le truc. Mais si toi en tant que MJ tu vois pas quelque chose de mieux que même la brute qui n'est pas censée voir ça, pour moi c'est quelque chose de très dur. Parce que même là, Comme tu fais dans le cas inverse, tu vois, dans le cas inverse, imagine que, je sais pas, le mec que ce soit pas une question de meilleur plan, mais une question de prise de parti différente, sur un plan qui pourrait être bon des deux côtés, en fait, en soi, et qu'il faut décider, le plan. Définitif. Bah, pour moi, dans la prise de décision, ce genre de choses, en général, ça dépend de comment les gens prennent la décision. Mais c'est-à-dire que si par exemple des PNJ doivent participer à la prise de décision, à ce moment-là, le plan du fin stratège aura plus de crédibilité, de base. Si jamais les PJ demandent des avis ou ce genre de choses, ce sera en tant que MJ, j'essaierai d'influencer les PJ pour leur dire que bah oui, mais le fin stratège, c'est sûrement lui qui a la plus de crédibilité, parce que c'est le fin stratège, lui, l'autre, il sait surtout se battre, pas réfléchir. Ce genre de choses, en gros, j'essaie de mettre mon grain de sel un petit peu dans la crédibilité du plan. Ce genre de choses. Après, moi, ce qui m'emmerde surtout dans cette histoire, c'est la notion de frustration de joueur. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est des solutions que tu peux pas vraiment aborder dans tous les cas, parce que soit tu dis à un de tes joueurs, gars, par rapport à ta fiche de perso, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de penser ça, et du coup tu te frustres, et parallèlement, tu tolères ça, mais ceux qui ont du coup les compétences adéquates pour faire ça, eh ben ils jouent plus, et du coup ça devient finalement, qui a les meilleures idées va pouvoir jouer. Et ça, c'est un autre problème aussi qui est très lié à ça. Moi, je vois que typiquement, on a eu une prise de partie dernièrement sur une de mes parties où c'est parti en engueulade entre joueurs. Moi, il y a des choses que je ne peux pas régler, et entre autres, le charisme d'un personnage par un autre est entièrement géré par son roleplay et sa capacité de jouer. C'est-à-dire que si je veux qu'il y ait un roleplay qui soit présent et de qualité, je suis obligé de laisser passer, même s'il y a un personnage qui ne se fait pas respecter alors qu'il y a beaucoup de charisme. Quand même. Pour moi, la meilleure solution pour essayer de régler ce problème, en tout cas, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'essayer de rester dans un équilibre entre ne pas léser les joueurs qui ont investi des points dans certaines capacités et ne pas décourager les prises d'initiative et le roleplay. Ce qui pourrait arriver si on se disait c'est que les jets de dés qui comptent et pas vos idées ou votre roleplay. Et donc je fais un peu des deux. J'essaye de ne pas décourager les joueurs à avoir des idées, à faire du roleplay, quelles que soient les compétences qu'ils ont, mais j'essaie de faire en sorte que ceux qui ont mis des points quelque part, qui ont pris des compétences dans lesquelles ils sont censés être forts, fassent la différence. Donc je vais souvent laisser passer des idées ou des gens qui arrivent à baratiner quelqu'un ou à obtenir des infos en lui parlant alors qu'ils sont pas censés être super forts, s'ils font du bon roleplay, on va les décourager. Et parfois, quand vraiment j'ai l'impression qu'ils abusent un petit peu, je vais leur dire fais-moi un jet pour valider que quand c'est pas aussi marqué, quand j'ai le choix, quand quelqu'un essaye de baratiner un PNJ
et que je pourrais dire que je pourrais être sympa et dire que ça passe parce que son roleplay était pas trop mauvais, mais que quand même ce qu'il essaye de faire c'est un peu gros et que c'est tout à fait raisonnable pour moi de me dire que le PNJ en face se laisse pas embobiner, je lui demande un jet. Je trouve que c'est une bonne technique, quelque chose qui, par exemple, quand on fait un bon roleplay, de se dire, ça donne des points, en quelque sorte, pour le jet, même si on n'a pas beaucoup de charisme, ça donne un surplus. Je donne pas de bonus, c'est pas exactement ça. Voilà, mais ça peut être une technique c'est aussi. un mélange, en fait, entre le roleplay et les... après, on adapte comme on peut en tant qu'MJ. Mais là, on parle d'interaction avec les personnages, les PNJ. Oui, mais dans le cadre d'une interaction avec les personnages, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile de dire, imaginons, dans une situation où un des personnages décide de s'en prendre physiquement à un autre personnage, de dire, faites un jet opposé de combat avec l'esquive. Quand on parle de débattre, à quel moment le jet intervient? À quel moment la personne qui a mis la totalité de ses points en charisme, elle dit je fais un jet en opposition. Tu parles de PJ contre PJ, ça c'est encore autre chose. C'est ça. PJ entre PJ. Alors moi je peux donner mon avis, et ma prise de parti, c'est exactement la même partie que Aka parlait actuellement. On a suivi ça, il y a eu un débat et une engueulade sur la table, et une frustration de ma part, et peut-être une frustration des autres joueurs qui étaient en face de moi. Tu fais référence je jouais c'est dans une campagne de dans la campagne de Pirate. On a eu un truc un peu similaire sur le trône de fer. Oui, on a eu un truc un peu similaire. Et j'étais confronté à un débat sur lequel tout le monde a bien roleplay, je pense. Tout le monde a donné son avis, tout le monde a très bien roleplay. Autour de la table, c'était très agréable, et l'engueulade n'était pas du tout une engueulade entre joueurs, c'était vraiment une engueulade entre personnages. Mais mon personnage avait un truc genre 3 fois les capacités de tout le monde en charisme. Et pourtant, ça m'a servi absolument à rien. C'est-à-dire qu'à la fin du sujet, il y a des gens qui n'étaient pas convaincus, alors qu'elles avaient des niveaux de charisme, et qui arrivaient à emmener des gens avec eux, qui essayaient d'emmener des gens avec eux, et qui y arrivaient quasiment, alors qu'ils avaient des niveaux de charisme qui étaient quasiment 3 fois inférieurs aux miens. Et le MJ, en rappelant aux joueurs que telle personne avait ce charisme-là. Le MJ est là, je suis là. Demande, MJ. Je donne mon point de vue. Moi, c'est très simple. En fait, le parti pris, il est en effet un peu celui de Corel quand il s'agit des PNJ. Entre joueurs, je fais énormément parler le roleplay, parce que pour moi, c'est le plus important en jeu de rôle. Dans mes notions de jeu, le roleplay, c'est ce qui se doit d'être au-dessus des règles, au-dessus des stats, au-dessus de l'univers. À partir de là, évidemment, ça crée des frustrations. Mais dans tous les cas, je crée des frustrations. Parce que si je dis à mes joueurs, fais un jet, l'autre t'a persuadé, et l'autre il est en mode, d'accord, je peux pas donner mon avis, nique sa race, je me barre. C'est là où la question, quelle est la limite entre je règle tout par des jets de charisme et je fais du roleplay. Et je vais être plus fourbe que ça. Quand les joueurs s'engueulent comme ça et que je les laisse gérer par le roleplay, ils sont frustrés à cause de l'autre joueur, alors que si je fais une limite par le jet, ils sont frustrés contre le MJ. Donc finalement, je préfère qu'ils s'engueulent entre eux plutôt qu'ils s'engueulent contre moi. Et on parlait tout à l'heure de celui qui fait le meilleur plan, par exemple, sans avoir une intelligence sur son personnage particulier. Peut-être simplement dire que, il a eu un bonus de lucidité, son personnage a une sorte de bonus de lucidité sur le moment. Mais il faut pas que ce soit habituel. Mais voilà, le problème il est là. Ça, c'est le problème, c'est si c'est habituel. Et typiquement, moi, je fais jamais des personnages qui sont ni moisis en charisme, ni moisis en intelligence, parce que je sais que, encore en intelligence, j'arrive à me réguler. Mais en charisme, c'est pas possible. Je me dis, m'empêcher de roleplay, juste parce que je vais faire un personnage qui était pas en adéquation de ce côté-là, c'est une catastrophe. Donc je me mets toujours une moyenne, et je triche à mort. C'est-à-dire que, je suis, sur 10, j'ai 5 en charisme, mais je fais du roleplay de niveau 7. Donc ça va, le MJ dit en mode, oui, mais t'es un peu en dessous, mais en même temps ton roleplay est cool, donc ça passe. Et je passe à travers. Mais je suis vraiment incapable de me dire, je joue un personnage qui n'a aucun charisme. Parce que ça me bloque de mon roleplay. Je me dis, putain, mais je sers à rien, je peux pas jouer, et je me sens frustré par rapport à ça. Alors peut-être que le rôle du MJ, c'est de rappeler à ses joueurs qu'il vaut mieux éviter de faire un personnage qui a une intelligence ou un charisme trop éloigné. Mais comme tu le dis tout à l'heure, si on fait du jeu de rôle, c'est pour pas jouer. C'est ça.
Donc, évidemment, Donc après, autant pour moi, c'est très facile de dire je fais 3,50 m, 200 kg de muscles et je casse des briques par paquet de 10. Dans l'univers, il n'y a pas de problème. Par rapport à la vraie vie, personne ne me fera chier. Par contre, si je dis je suis un fin stratège militaire et que j'ai pas les idées d'un stratège militaire derrière, je passe pour une quille, c'est tout. C'est un peu ce qu'on a dit, hein. On n'a jamais vu des joueurs qui ont fracassé la table pour prouver qu'ils étaient plus forts que les autres. Faire On a vu des joueurs parce que faire des personnages qui sont plus intelligents que ce que tu n'es ou plus dans le meilleur domaine, normalement, c'est un peu grâce à tes G, ce genre de choses, t'es censé avoir les compétences que tu as en plus avec le MJ qui va t'aider à avoir ce genre de choses. Mais pour se limiter, c'est plus dur. Je sais qu'actuellement, par exemple, à Vermine, je joue un personnage qui a très peu de connaissances concernant notre monde actuel, ce genre de choses. Je sais que même actuellement, il y a des fois où, en me limitant, des fois où je fais des bourdes. Ouais, très clairement, sur ces domaines comme Vermine, j'ai un personnage qui n'est pas du tout accès charisme, mais vu que c'est plus ou moins le seul qui a la moyenne, il est considéré comme le fils du groupe. Alors qu'en vrai, je suis moyen, même moyen, parce que je suis pas très autant dans ça. Surtout, par contre, que j'ai une cognitif à côté. Bon, du coup, je compense le charisme par l'intelligence, mais vraiment, moi, c'est un gros problème que j'ai sur mes parties, et c'est en tout pour ça que j'idolâtre Esteren, qui n'a ni compétences cognitives, ni compétences de charisme, qui du coup esquive tous ces problèmes-là. Ah oui? Ouais, parce que c'est que des arcs, donc c'est plutôt créativité, ce genre de choses. Et du coup, en fait, vu que tout est de manière détournée, tu gères comme tu veux, tu remets ta sauce comme t'as envie dessus, et il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai qu'en termes de règles, je trouve que Esteren est un modèle de ce côté-là. Oui, vous allez beaucoup m'entendre dire ça. Pour autant, c'est vrai que on peut pas tout le temps jouer à Esteren non plus. Et parallèlement, je vois même en essayant de créer des scénarios, des jeux de rôle, très vite on arrive à un moment où on se dit oui, mais il faut quand même un côté social. Des fois, quelqu'un qui est pas un roleplay puisse quand même jouer le côté social. Et c'est vrai que ça change rien en fait. Enfin, moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est en tant que maître de jeu, si je me retrouvais dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, hein, ouais. par exemple, je pense que la règle et l'aspect purement mathématique de la règle est une solution qui a pas de secret en fait. C'est comme ça. Je veux dire, c'est purement mathématique. Si les joueurs sont pas capables d'être d'accord et qu'il y en a un qui a décidé au moment de la création du personnage que il avait fait, c'était un génie des relations sociales et de la manipulation. À ce moment-là, je fais intervenir le dé au bout d'un moment dans le roleplay. Peut-être pas au début du roleplay, peut-être pas indirectement, parce que sinon c'est très frustrant pour les joueurs, ils n'ont pas le temps de parler. Mais si vraiment ça monte, la sauce monte, je pense que maintenant je le ferai de plus en plus intervenir. Moi je me suis demandé aussi si justement, dans les gros débats comme ça, où justement t'as des stades de charisme, commencer à me demander si, pour ceux parce qu'il va y avoir des gens qui savent parler normalement et qui vont savoir s'exprimer, mais pour justement, les grosses brutes qui savent pas parler, qui ont tout mis en physique, qui savent, voilà, et qui, tu les vois quand même débattre de manière très houleuse et faire des gros speeches, fais-moi quand même un jet pour voir si par exemple il arrive à ne serait-ce que très bien s'exprimer par rapport à l'autre, ou si par exemple il va se mettre à bégayer pendant son speech ou genre de choses, et ça il le fera pas dans son roleplay, mais tu pourras dire pendant que tu fais ton speech tu vas bégayer et pas savoir bien retransmettre, ce qui est des choses que au final son personnage va faire, mais lui il le retransmettra pas dans son roleplay, et ça pourrait casser le roleplay au final. Ça peut montrer le décalage entre ce que le personnage a l'impression de faire et ce qu'il fait en fait. C'est ça. Peut-être que tu pourrais casser un petit peu par rapport à sa stat. Mais là, ça va être évident parce qu'il est la personne est très basse dans cette caractéristique. Ça va être dans le cas où tu as une personne qui est normale, qui s'oppose à une personne qui est largement supérieure. Au final, il exprimera quand même son idée, mais tu pourras montrer que... Ouais. Et là, l'idée est bonne, mais pour autant, pour moi, c'est beaucoup de temps passé sur le personnage, à réfléchir sur le personnage par rapport à ses stats, qui est un truc qu'on fait jamais. Oui. Ils sont clairs. Les fiches de personnage, ça fait chier tout le monde. C'est indispensable. Même si certains aiment bien en faire, dans l'ensemble, on prend beaucoup de temps déjà à les faire. Alors si en plus il faut réfléchir en me disant oui, mais j'ai 3 en charisme, donc il faut que je pense que mon personnage bégaye naturellement, on est quand même sur un niveau c'est pour ça que j'aime bien les jeux où il y a peu sur la feuille. Oui, ça t'intéresse, c'est sûr.
Je pense que du coup, par rapport à ce que disait Fenris tout à l'heure, je vais pas avoir exactement la même façon de gérer ça. Parce que pour moi, quand on est spécifiquement dans le cas de figure de joueurs qui sont en opposition sur des compétences sociales, je rechigne vraiment beaucoup à imposer aux joueurs ce qu'ils doivent penser. Mais que ce soit avec des PNJ, mais dans ce cas, les PNJ, c'est pas un problème, c'est moi qui les contrôle. Mais pour les PJ entre eux, même si deux PJ sont en débat et qu'il y en a un qui a des caractéristiques qui en font un des meilleurs manipulateurs de la Terre, je vais pas dire au joueur de l'autre personnage qu'est-ce qu'il doit penser. Je vais lui dire, il a l'air très très convaincant, il a l'air vraiment d'avoir d'excellents arguments et je vais lui dire de ce qu'il perçoit, mais c'est lui qui fait la décision finale de s'il le croit ou pas, s'il est d'accord avec lui. Du coup, tu frustres l'autre, en fait. Peut-être, mais je trouve ça moins frustrant que d'enlever cette partie de libre arbitre aux joueurs. Et je pense que le personnage qui a mis beaucoup de points en manipulation, il aura plein d'autres occasions de faire jouer son avantage quand ce sera face à des PNJ. Voilà. Je suis pas d'accord. C'est pour ça que le débat est très intéressant. Parce que moi, je pense que quand tu as décidé d'être faible physiquement, tu as accepté naturellement sur ta feuille de personnage que tu pouvais mourir en prenant des coups de n'importe qui. Donc tu as accepté que les combats, bah tu vas pas te mettre en front. Tu as accepté que si la brute du groupe elle a un peu le sang chaud, bah tu vas pas aller l'emmerder parce que tu vas prendre un coup qui va peut-être être compliqué. Enfin, tu t'as accepté plein de choses. Donc t'as fait un sacrifice en fait en tant que joueur sur ta feuille de perso. Et du coup, ce sacrifice est plus dur que le sacrifice inverse. C'est-à-dire que, bah, à ce moment-là, c'est très facile, et moi je vais le faire, je vais faire un peu comme Aka à partir de maintenant quand je fais des personnages. C'est-à-dire que si je vais mettre un moyenne en charisme pour être normal, et je dominerai tous les débats parce que j'aime bien roleplay et je vais essayer de convaincre. Mais là, on est vraiment juste dans le cas des oppositions entre joueurs, qui est quand même assez rare. Bah là, dans cette campagne-là, les personnages qu'on joue sont quand même très orientés dans leur background pour s'opposer. Je crée mes scénarios pour que les joueurs aient des débats au et sont pas d'accord. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'autres PNJ dans le groupe, ou je sais pas, le reste de l'équipage, vu que ça a l'air un truc pirate. Et ben, est-ce que du coup, le moyen de refléter ces avantages-là, ce serait pas de faire passer l'équipage plutôt du côté de celui qui est le plus charismatique? Mais ça change rien. Ben, ça change que tu laisses les autres joueurs décider de ce qu'ils pensent par eux-mêmes, mais les PNJ, tu les fais réagir en fonction des statistiques. Restons clairs, de NJ à NJ. On est d'accord que n'importe quel joueur buté, tu peux lui prouver que le monde entier est contre lui, il s'en fout. Vraiment, s'il pense qu'il a raison, qu'il campe sur ses positions et que c'est un gars un peu buté, ça lui sert, c'est fini. Fini. Le joueur, il est dans sa tête, il est dans son truc. Si tu lui dis pas, le gars a sorti des bons arguments, tu sens que de toute façon, t'auras pas le dernier mot, et que dans ta conception de ton personnage, ça ne va pas, et encore, c'est que t'as la chance de pouvoir dire ça, parce que moi, il y a des personnes à qui je ne me sens pas de dire ça en tant que joueur, et ben, très clairement, tu dois laisser couler, quoi. Tu dois laisser couler, quoi. Bah, tu dois les laisser se démerder entre joueurs. Ouais, moi, c'est ma perception. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est une frustration pour le joueur qui a investi en effet en charisme. Et il y a un double effet fiscal, je te laisse la parole juste après. C'est, entre autres, pour la brutasse. Moi, j'ai un gros problème sur la brutasse, parce que c'est un mec, si tu me dis, mon personnage fait 2 mètres, il fait 150 kg de muscle, il a 2 en charisme. Et ben, moi, de base, si tu me dis ça, j'ai déjà un problème, parce que 2 en charisme, ça veut dire que tu peux utiliser le côté, tu peux pas utiliser le côté, je suis impressionnant pour te faire peur, ou je vais te faire très mal pour te faire peur. Alors que tout le monde le fait, parce que si tu es une brute au combat, tu te dis, je vais faire peur au gars, et ça va passer parce qu'on va te dire, ta stat de force est monstrueuse, ta stat d'endurance est monstrueuse, t'as 2 en charisme, je m'en fous. Alors que le charisme est censé aussi rentrer là-dedans. Ça dépend des systèmes de jeu. Il y a des systèmes de jeu qui te permettent de faire du social, entre guillemets, en étant intimidant par ta force pure. Oui, c'est ce que j'allais dire. La force est tout souvent utilisée pour la défense. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu dévalorises complètement le charisme. Dans ce cas-là, autant faire un personnage qui est fort, parce que de toute façon, tu pourras régler tes problèmes de social par l'intimidation. Ouais, ça règle pas tous les problèmes. Ça règle 80% des problèmes. C'est énorme. Ça, tu voulais parler. Et après, Est-ce que vous dites super, Lucas. Déjà, bon, c'est de blague. Le truc, c'est donc
Déjà, de la même manière que dans le débat des précédents, on avait parlé de faire un contrat social entre le joueur et le maître de jeu, je pense qu'il y avait aussi au préalable un contrat à faire entre le joueur et lui-même. Et donc, quand j'ai un joueur qui me dit « Ah, je voudrais faire quelqu'un qui est très fort en charisme », et ben, je vais dire « D'accord, mais ça veut dire que tu vas devoir être en avant au niveau du roleplay, c'est toi qui vas parler les 3 quarts du temps, il va falloir être capable d'argumenter ça, est-ce que tu te sens OK avec ça ?» Si le mec me dit « Oui, pas de souci, etc. » Parfait. D'autres contrats qui vont me dire ah ouais je sens que c'est quelqu'un qui aime la parole, qui aime tailler la bavette, tout ça, mais il a un ton qui arrive, je vais le prévenir, attention, ça veut dire que tu vas être limité dans tes interactions. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc j'avertis les joueurs en amont déjà. Ensuite, et je pense qu'ici il y a un truc qu'on n'a jamais relevé dans ce débat-là, mais peut-être que ça dépend aussi des univers de chacun, il y a le charisme et il y a l'interaction sociale entre des personnes de différents niveaux sociaux. Tu peux être, en tout cas, je sais que dans le monde de Warhammer, par exemple, de prendre mon cas, Warhammer Fantasy, plutôt que d'incarner un archétype tel que guerrier, machin quoi, tu incarnes des classes très terre à terre. Tu peux être un pêcheur, un charbonnier, un bûcheron, un artisan, un noble, un érudit, un étudiant, etc., etc. Donc, en fait, tu peux être la personne la plus charismatique au monde, mais être un voleur qui vient des bidonvilles ou quoi. Si tu commences à essayer d'être charismatique devant les nobles dames, ça va pas marcher, tu vas sourire avec tes chicots pourris, tu vas les faire fuir, ça sert à rien. Au contraire, tu es quelqu'un de très charismatique, mais noble, et tu rentres dans un vieux bouche qui sent la pisse et la crasse avec que des coupes jarrets autour, commander un petit cocktail et lever le petit doigt, ton charisme, pareil, va être implémenté, va être influencé. Donc pour moi, si tu veux, c'est que là, quelqu'un qui par exemple est censé être une brute, c'est le mec, il est bas du front, il a fait que de l'école militaire, etc. Mais qui, par exemple, aime parler. Je vais faire en sorte de lui donner l'occasion de parler, de s'exprimer dans des contextes où, socialement parlant, il sera accepté. Par exemple, le mec se retrouve dans une caserne à devoir parler avec des gardes pour se renseigner sur quelque chose. Le mec, il connaît les gens, il sait comment ils sont formés, il est formé pareil, etc., etc. C'est là que je vais le laisser avoir son charisme naturel, s'exprimer, parce qu'il aura l'occasion de partager les mêmes choses, tu vois. Je pense qu'il faut jouer sur l'aspect social là-dessus, au niveau des niveaux sociaux entre les castes, les choses. Après, tout dépend de l'univers, de ce qu'il permet. Mais moi, je suppose qu'il faut jouer là-dessus, donc donner l'opportunité aux personnes qui, au niveau des stats, ont peu de charisme, mais sont naturellement charismatiques, de s'exprimer en trouvant des gens au même niveau sociaux, et de rajouter cela selon ses circonstances. Après, quand c'est entre personnages joueurs, là, c'est autre chose. Mais bon, ça, c'est mon avis. Quand même, ouais, je trouve que le point de vue est très intéressant, pour le coup. Je trouve très très dur à mettre en place. Ah, ça, c'est pas toujours facile. Surtout quand t'as les niveaux sociaux qui sont un peu proches, quoi. Mais tu peux pas définir à ce moment-là qui va avoir raison sur l'autre. Pour moi, en fait, ça va surtout devenir difficile, parce que du coup, je vais revenir là-dessus, je sais pas ce que je voulais dire. Yes. Bravo! Et puis après, je vais rebondir sur ce que tu dis. Déjà, à propos de ce que dit Corel, au niveau de la manipulation et de ce que tu avais dit pour un personnage têtu, l'interaction entre deux personnages joueurs, ça a l'air vraiment ça, le point de friction, là, on n'est pas d'accord. Mais il y a je pense que c'est le point le plus compliqué entre. Ouais, l'interaction entre PNJ et moi, c'est grave, je pense que ça peut être fait, mais moins frustration. C'est surtout l'action où le MJ a pas de contrôle, quoi. Oui. Avec les PNJ, le MJ a contrôle. L'interaction de personnages joueurs, déjà, c'est-à-dire que quand deux personnages joueurs, ils s'engueulent pendant un bon moment, tout ça, effectivement, si on reprend le cas du personnage manipulateur, etc., dans le cas de jeu de rôle où il était très manipulateur avec un autre personnage, le fait qu'il aurait pu, par exemple, prendre tout l'équipage de son côté, ça aurait pu être une solution. Effectivement, même si le personnage est têtu en face, je sais que moi, j'aurais eu ce cas-là. En fait, j'aurais vu ce cas-là comme oui, mais tout l'équipage est de son côté. Et en fait, si le personnage serait obstiné, ça aurait fait tu vas te mettre à dos tout l'équipage. C'est ce qui s'est passé. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. À peu près ce qui s'est passé. Mais dans le cas où si tu te mets à dos tout l'équipage, si tu continues, ça va être tes ennemis, ils vont te balancer à l'eau. Ouais, mais souviens-toi de cette partie, désolé, hein, je coupe en plein milieu, c'est cette partie qu'on a eue avec Gwen, où très clairement, il était en mode... c'est quoi là, c'est quoi que t'as dans la boîte? Je vous le dis pas. Et on était en mode, si, tu vas nous le dire? Non, ok, on se menace.
rien à foutre, on te fout dans les pommes, on fouille, ah bah c'est l'objet qu'on a récupéré la dernière fois, pourquoi tu vas sur toi? Je vous dis pas. Voilà. On était en mode, mais tu sais qu'on va buter, hein? Oui. Mais t'as très bien vu comment ça s'est passé. Bon, bah on l'a buté. Oui, mais là, moi, Et on a tu fait vois, des scénars en ça, passage. Ouais, je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord que c'est peut-être une solution. Alors que, bah, Le problème, ça vient aussi, je pense, un petit peu de la manière dont tu décris les personnages et comment tu lisses dès le départ de ton scénario ou de ta campagne les relations qu'ont les personnages entre eux. C'est-à-dire qu'une personne qui est charismatique, ça veut dire qu'elle est probablement installée dans le groupe comme quelqu'un de charismatique. Donc ça veut dire que les gens sont, et si c'est quelqu'un de manipulateur, et là, le cadre qui était frustrant, et je le dis parce que c'était mon personnage, ce qui était frustrant, c'est que mon personnage était dans cet équipage depuis des années, et que j'étais confronté à des gens qui me considéraient comme le manipulateur. Alors que quelqu'un qui a un niveau de manipulation très fort, Personne ne sait que c'est un manipulateur. personne ne sait que c'est un manipulateur. Et donc, j'ai été considéré en roleplay par les joueurs en face comme le mec qui manipulait. Oui. Et ça a mis tout de suite une position de confrontation dans le roleplay qui devrait pas s'installer parce que tout devrait se passer normalement. Ouais. Oui. Je vois. Et du coup, ça déjà, ouais, ça aurait pas dû se passer parce que les gens auraient peut-être pas dû savoir. Et c'est ce qui s'est passé, c'est quand je me suis retrouvé avec une autre joueuse qui était sur la table qui m'a dit « Ah, mon personnage réagit comme ça parce qu'il a de l'ego. » Et ça m'a choqué tout de suite parce que je me suis dit « Ah, mais je savais pas que ton personnage avait de l'ego. » Pour moi, c'était pas évident. Dans ta description, c'était pas évident que ton personnage avait de l'ego. Je l'ai pas vu réagir particulièrement avec de l'ego parce qu'en plus, c'était la deuxième ou troisième partie qu'on faisait, donc ça ne laissait pas beaucoup de temps. Donc, je pense que quand on fait une description autour de la table, la solution, c'est peut-être que quand il y a une description autour de la table, il y a la participation du MJ, et je pense que j'essaierai de le faire aussi, hein, pour installer essayer de faire en sorte, un peu sous forme d'un contrat, d'installer quelle est l'influence des personnages entre eux. Et que ce soit défini et prédéfini. Oui. Si tu veux pas te laisser manipuler, c'est peut-être que tu peux définir que dans ton roleplay, dans ton background, ben, tu t'es rendu compte que la personne était manipulateur ou pas, mais il faut que ce soit installé. Et là, c'était pas le cas. Encore une fois, c'est du temps que tu passes au niveau de ta création de personnage, apprécier tout ça. Et c'est un temps qu'on n'accorde pas assez très régulièrement. Ça peut être très bénéfique, surtout si les personnages sont censés se connaître depuis longtemps, de prendre le temps avant le début de la campagne de définir mieux les liens qu'ils ont les uns entre les autres. Et ça ne fait que enrichir le roleplay. Ça fait partie du contrat social, moi, je pense. Pourtant, c'est un temps que je peux occuper très peu de MJ qui... Et là, on devrait le faire plus. On devrait le faire plus. Il y a même des jeux de rôle qui sont un peu basés là-dessus. Quand on crée le personnage, on crée également les liens qu'il a avec le reste du groupe. Ça fait partie Et de la je trouve classe. ça très très bénéfique, très franchement. Dans les jeux de rôle, généralement, dans lesquels les personnages vont se poser, enfin, moi qui ai maîtrisé beaucoup Vampire, c'est obligatoire. Si tu veux mener un bon groupe de vampires, tu sais qu'ils vont se taper dessus, de toute façon. C'est sûr, le jeu est construit pour qu'ils se tapent dessus. Donc, il faut que ce soit bien installé. Mais après, je pense que le Vampire a eu un avantage, ce que je te disais tout à l'heure, Aka, c'est que les personnages sociaux ont des pouvoirs sociaux. Ah, ça, oui. Et du coup, ils les utilisent très facilement. Et ça donne aussi des raisons pour dire à l'autre, oui, mais là, t'es convaincu par lui. Voilà. Et c'est très facile à dire. Parce que t'es GCM, parce que là, c'est GCM, je surnaturel. utilisais domination sur toi, tu fais ce que je te dis. C'est Utiliser majesté sur parce toi, que- tu fais ce que Pour revenir justement à la partie dont il a parlé, Shadowrun, où justement, lui, en gros, c'était le face du groupe. Moi, j'étais son garde du corps. Typiquement, on était plus partenaire, mais j'étais le garde du corps. J'étais la plus grosse brute qui avait été à peu près créée, jusque-là, qui était une énorme brute. Et il y avait Gwenaël qui était notre mage. Mais du coup, nous, on était à 2 à peu près. On formait on était à 2. Et il y avait Gwenaël qui était le mage. On avait fait une mission avant. Et du coup, là, on le retrouve avec un objet qu'il n'était pas censé avoir. Et du coup, on lui demande pourquoi, il veut pas. On l'a ligoté, on l'a ramené. Il veut toujours pas savoir. On l'a défoncé. Et mais le MJ, il pouvait dire ce qu'il voulait. Il disait, oui, mais là, tu es vraiment en train de souffrir, hein, tu devrais, machin. Et il était là, oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Ouais, mais là, le joueur dépasse. C'est le joueur qui pose Ouais, problème. mais du coup, le joueur dépassait clairement les limites. Mais du coup, à ce moment-là, c'est à quel moment, en tant que MJ, tu lui dis, mais là, malgré toute la douleur, parce qu'on torturait, on faisait tout ce qu'on pouvait, à quel moment, en tant que MJ, tu lui dis, mais là, la torture donne- impliquée, donne les infos. on sent que tu puisses commencer à faire des jets de volonté au personnage pour voir s'il craque ou pas. Mais Est-ce que- avec ce genre de joueur, est-ce qu'il vaudrait pas mieux
faire une pause et puis prendre à part et puis poser vraiment la question mais pourquoi il fait réagir ainsi son personnage pour comprendre au moins le joueur. Pourquoi il fait ça? Du coup, la justification, c'était j'ai fait l'armée, c'est pour un peu de torture qui va me niquer. Voilà. Et on était en mode, les gars, on torture loin. On a envie de prendre la torture. Ouais, vraiment. C'est pas du massacre thaïlandais. Hein. moi, ce que, à la limite, même sans lui faire de jet de dés, moi, je resterais sur l'idée de, il fait ce qu'il veut. Mais du coup, il assume les conséquences, et les conséquences, là, c'était que ce personnage de merde. C'est bon, j'ai été assumé, mais C'est pour son personnage est traumatisé, hein, tout simplement. Ça peut pas être forcément, ça peut être une conséquence sociale imposée, hein. Ton personnage est complètement traumatisé par la torture, hein. Je pense qu'il y a des, parce que t'as fait l'armée que t'es pas traumatisé par, mais genre, par ce qui t'arrive, hein. ça change pas grand chose dans le sens où j'imagine qu'après cet événement, son personnage ne serait pas resté avec le reste du groupe. De toute façon, il va faire partie de l'équipe. Non, par contre, le vrai problème, c'est que, pour le coup, ça a bousillé le scénario. Oui, parce que lui, Parce qu'on avait besoin de lui dans le scénario, donc très clairement, une fois qu'il était mort, l'initiative. Ça revient. parce qu'en fait, c'était le début du scénar. Ça revient à une problématique de joueurs qui font qui prennent des décisions stupides et qui en meurent parce que tu peux pas ne pas les laisser vivre après avoir décidé que au niveau 1 ils allaient attaquer le dragon rouge ou que voilà, ce genre de choses. Là, on est dans un autre type de problématique et si les joueurs font des trucs stupides et qui meurent en premier scénar et que du coup ça bousille toute la campagne, il faut parler avec les joueurs et leur dire Foncièrement, c'était pas stupide, c'est juste que, voilà, par rapport à lui, son personnage, sa vision qu'il en avait, ça correspondait pas à ce qui était sur le papier par rapport à ce qui était du réel. Et c'est là où il y a eu un décalage, et que, en plus, le MJ a eu un mauvais réflexe, bon, on était débutant aussi, faut dire, à l'époque, a eu un mauvais réflexe de laisser faire, justement. Et c'est quelque chose que même aujourd'hui, je retourne sur la même situation, je suis pas sûr de pouvoir l'adapter mieux, même si, justement, la torture, c'est ce qui est pas je dis stupide parce que même si son personnage était capable de résister à la torture, il aurait dû ou pu se rendre compte que la suite logique de ses actions de continuer à se taire, c'est qu'il allait y passer. Ouais. C'est ça qui était stupide. C'est ça, ouais. Ça revient un peu sur la vision que le joueur a du jeu de rôle. De savoir, est-ce que l'interaction entre deux joueurs ou avec un PNJ, elle est gagnée parce que tu as eu gain de cause, ou est-ce qu'elle est gagnée parce que tu as joué ton personnage et que la scène était bien, et que le rôle était cool, et qu'au final, parce que très souvent, la problématique, c'est que dès qu'il y a une confrontation, il y a un rapport de force, et le rapport de force, personnage peut se transformer en rapport de force joueur, et quand il se transforme en rapport de force entre deux joueurs, il y a une notion de gagner et de perdre. Ouais. Et il y a une notion de bon gagnant, bon mauvais perdant, enfin des choses profondes, hein, on est tous différents là-dessus. Et je pense que c'est compliqué à gérer pour ça. Parce que la personne, tu t'attaques à elle, et pas tu t'attaques pas à son personnage. Naturellement. Je sais pas si vous avez déjà rencontré ce cas, mais moi sur des tables, je me suis retrouvé des fois avec des joueurs, je savais que je ne pouvais pas jouer avec. Et naturellement, je me suis retrouvé plusieurs fois sur la même table avec eux sur d'autres jeux, et c'était impossible de jouer avec. Parce que, naturellement, il y avait un moment où on allait se taper dessus. On dévie un peu sur un sujet très intéressant aussi, qui est les oppositions de manière générale entre personnages et joueurs. Après, sujet qu'on pourra aborder. On abordera sûrement ça un jour. Pour recentrer un peu le truc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pareil. Moi, il y a ce petit moment où, mais alors pour le coup, ça c'est plutôt l'effet inverse. L'effet inverse, c'est quand tu sais que par rapport à ton personnage, t'es obligé de faire une connerie. C'est-à-dire que ton personnage a sa logique. Toi, en tant que joueur, tu dis c'est de la merde. Dans le temps, mon personnage veut faire ça. Je le ferai jamais, mais c'est un de mes trucs préférés en jeu. Exactement. Tu as un exemple? Genre, je sais pas, t'as un personnage, si, voilà. J'ai un personnage, à L5A, l'ancienne campagne, qui était un inquisiteur, mais d'une violence extrême. Il est arrivé un moment où, en gros, il aurait pu avoir l'information comme quoi l'impératrice était corrompue. Et donc, par logique, mon personnage, dans sa logique extrémiste, il va buter l'impératrice. Et se faire ses coucous derrière, parce qu'on est L5A quand même. Donc, pour autant, très clairement, c'était un suicide de personnage, cette situation. C'était vraiment, je nique le scénar, et je nique mon personnage derrière. La totale, on fait tout capoter sec. Par chance, ça s'est pas présenté comme ça, mais c'est quelque chose, en tant que joueur, tu sais que c'est nul. Tu sais que c'est de la merde, mais que ton roleplay, par rapport à ton personnage, par rapport à comment c'est construit, la logique veut que ce soit ça. Oui, moi j'aime beaucoup les situations où tu as des personnages qui ont des gros défauts
et où tu fais exprès de te mettre dans des situations difficiles ou même le reste du groupe. Bon, pareil, ça c'est une histoire de contrat social, faut que les autres joueurs soient un peu ok avec ça aussi, que les défauts de ton personnage te mettent dans la merde, ou mettent le groupe dans la merde, c'est souvent très rigolo et ça crée vraiment des bons souvenirs et des moments de jeu assez épiques. Pour autant, j'ai aucun problème à adapter, transformer la logique interne de mon personnage pour la pousser face à un choix, pour la pousser dans la direction qui est la plus intéressante au niveau de l'histoire d'un point de vue narratif. C'est-à-dire, dans la situation que tu nous dis là, avec ton inquisiteur, je me serais forcément posé la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant au niveau de l'histoire? Est-ce que ça va être, si je décide que je veux tuer l'impératrice, ça va nous mettre un peu dans la merde, mais ça va être d'autant plus intéressant, ça va être palpitant, ou est-ce que ça va juste ruiner le jeu de tout le monde? Est-ce que ça va juste ruiner le scénario? Est-ce que ça va être pas intéressant? On va tous mourir et personne se sera amusé. Dans ce cas-là, j'ai aucun souci à me dire, mon personnage en a envie, mais il trouve une justification qui fait que finalement il va se retenir, ou que il va faire un autre, il va péter un câble à la place, il va pas aller se suicider le coup. Ah mais tu vois, je suis pas tout à fait... Enfin, pour moi, si vraiment la conception de ton personnage c'est ça, et que lui, il a pas conscience que ce qu'il vit c'est une histoire, en soi, il se doit de le faire le truc. Typiquement, dans le même scénario, là, c'était un vrai cas, on avait une joueuse qui était une chasseuse de grands monstres, elle est tombée sur un grand monstre, nous on avait ordre de pas bouger, elle a foncé, on l'a exécuté. Et en fait, il n'y avait pas le choix, parce que son personnage à elle, son rêve, c'était buter des gros monstres. Et là, il y avait un gros monstre de l'autre côté, donc elle a foncé. Oui, mais ça, tu décides que c'est ça forcément la seule et unique réaction logique. Mais parce que le personnage était conçu dans ce sens-là. Oui, mais tu peux avoir des envies très très fortes et tu peux quand même, en même temps, avoir un peu de bon sens et te dire que ça vaut peut-être pas le coup de mourir là tout de suite parce que t'as une chance de réaliser ton rêve. C'est toi qui décides de la logique interne de nos personnages. Tu devrais jamais te sentir contraint à faire un truc que tu sais qui va juste pas fun pour tout le monde parce que tu as décidé auparavant que ton personnage était comme ça. Tu peux revenir dessus, tu peux faire des légers changements dans sa psychologie interne. Tu peux trouver des circonstances qui font que finalement il va pas faire exactement ce choix. Pour moi, si tu fais pas des personnages qui sont un peu manichéens, un peu centrés, tout va bien, tu te dois justement, au contraire, si j'aime beaucoup faire des personnages qui sont très tranchés sur un point de vue, parce que ça m'évite justement de débattre trop longtemps, t'arrives à des situations où, en même temps, il faut que t'acceptes ça. Mon personnage, il a rasé des villages parce qu'il y avait un semblant de corruption dans une maison. Il a fait un semblant de corruption, ok, je crame tout. Il y avait pas de demi-mesure, si tu veux. Donc, à ce moment-là, on dit, l'impératrice est corrompue, ok, elle est morte. Mais c'est l'impératrice. C'est vrai, tu peux trouver des justifications. C'est juste toutes les justifications du monde. Mais déjà, si tu suis ton personnage, c'est vrai. Déjà. Oui, mais on avait les moyens. D'accord. Tu peux toujours trouver des justifications pour éviter de faire l'action débile qui va ruiner le fun de tout. Mais ça va contre ton personnage. Mais non, parce que c'est toi qui décides. Ton personnage, il a jamais été écrit noir sur blanc quelque part sur un papier et tous les choix possibles, tous les embranchements de décisions possibles de ton personnage ont été déterminés à l'avance. Ça n'existe pas, ça. Le personnage, il garde une part de flou. Par contre, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est ta fiche, quoi. Ouais, mais par rapport à ça, tu peux le rapporter à une situation dans la vie. Tu peux être une grande gueule, être tout le temps en train de donner ton avis pour tout, d'imposer tes choix, etc. Et tu peux te retrouver confronté à un moment où tu sens que c'est pas le moment, c'est pas le cas, parce que t'as une sensibilité, parce que dans la vie, ça nous arrive tous les jours de réagir et de se forcer un petit peu à réagir différemment de notre propre caractère. Les vraies personnes sont trop complexes pour faire toujours, tout le temps les mêmes choix. Il y a tellement de facteurs qui influencent nos décisions qui sont impossibles à tous représenter dans une partie de jeu de rôle. Et donc, tous les petits facteurs externes, ce qui vous a amené à la situation, avec qui tu es, dans quel état d'esprit tu es actuellement, ce qui s'est passé juste avant, quel temps il fait, ce que tu as mangé le matin. Tout ça, tu peux l'utiliser pour justifier le fait que là, aujourd'hui, dans cette situation, ton personnage va pas réagir de manière aussi tranchée que d'habitude. Et ça peut justement être un combat mental pour ton personnage. Il peut se dire, là, il essaye de se retenir ou
Voilà. Tu peux transformer ça. Ça peut être intéressant pour le personnage. Du coup, par exemple, est-ce que tu peux pas transformer ça en des jets de volonté, ce genre de choses, pour éviter d'y aller? Parce qu'en fait, si tu fais pas, là, mon point de vue, c'est si tu fais pas jouer ça au dé, ce genre de choses, il y a toujours moyen, par exemple, que des joueurs prennent des défauts ou des choses comme ça qui peuvent faire acquérir des points sur la fiche de volonté, mais qu'au final, à chaque fois qu'ils tombent sur la situation, ils disent que c'est pas le bon moment, c'est tout ça. On peut très bien faire jouer le cas extrême inverse, où c'est pas le bon moment, c'est pas le bon machin, et en tant qu'MJ, t'es là, c'est jamais le bon moment. Moi, je pars du principe. Pour moi, c'était dans le cas où tu vas faire une décision stupide qui va être fun pour personne et qui va amuser personne et qui potentiellement va détruire le scénario. Oui, mais la campagne. en tant qu'MJ, tu peux très bien présenter des situations où la personne devrait, mais il y va jamais aussi. Tu prends un autre cas où tu pourrais y aller, mais il y va jamais, et ainsi de suite. Et comme avec lui, il se dit que oui, mais c'est pas, selon moi, c'est pas assez fun, c'est pas machin. Et au final, je regarde, mais C'est un autre problème. c'est autre chose. Au final, effectivement, tu peux faire jouer ça au jet de volonté pour lui dire, mais il y a un moment, Mais là, tu peux très bien combattre ton instinct, effectivement, mais on n'est pas dans le cas où tu te sens obligé par toi-même de faire une décision stupide. Mais pour moi, en tant que, enfin, si tu te sens obligé, déjà, t'as deux cas. Peut-être que déjà, si tu veux le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de combat mental ou quoi que ce soit, c'est pas forcément. Mais si tu veux te retenir, bah à ce moment-là, effectivement, c'est plus un combat entre le joueur et le joueur. Donc à ce moment-là, pour moi, ça joue plus au dé en fonction de sa. Après, Mais ça non, mais dépend le cas de on est- tiens, on est- pour le coup, sur l'assassinat de l'impératrice. C'est que je ne comparerais pas au cas de la chasseuse de monstres. Pour le coup. Parce que le credo de ton personnage, c'était de détruire toute forme de corruption, ok. Tu sais que l'impératrice est corrompue. Pour moi, ça me paraît logique. Tu vas tenter de la tuer. Tu vas la tuer, mais tu vas pas la tuer. C'est pas une question d'instinct. C'est pas ton instinct qui va te pousser à la tuer. C'est simplement ta mission sacrée que tu t'es donnée et c'est la raison qui te le fait le faire. C'est pas l'instinct. C'est vrai que c'est réfléchi. Et en plus, c'est dans un jeu où si tu tues l'impératrice, tu sais que tu vas devoir te suicider derrière. Donc, en plus, c'est dans un jeu très spécifique. Et c'est un cas un peu... Alors que la chasseuse de monstres, pour moi, c'est l'instinct, et ça fait intervenir un truc qui est l'instinct de survie, qui est simplement le fait que t'as beau être le meilleur combattant du monde, si tu vois un dragon des montagnes à 2 têtes, et que tu sais que tu vas pas le tuer, bah tu vas pas te jeter dessus. Ou alors tu vas trouver une solution intelligente de l'attaquer, ou de trouver un moyen de le tuer, parce que c'est ton credo, mais ton truc, ce sera pas de te jeter avec ton épée en l'air, parce que là, c'est ridicule. Je connaissais un MJ qui, dans ce genre de cas avec la chasseuse, faisait intervenir un jet d'instinct de survie, en quelque sorte, un jet d'intelligence, pour rappeler aux joueurs que s'il faisait ça, il y aura telle conséquence. Déjà lui rappeler, le sache. Donc, certaines fois, c'est juste ça aussi. Oui, parce qu'en plus, Mais le joueur en question est confronté vraiment à l'idée de se dire, mon objectif, c'est de tuer le monstre, mais en même temps, si je suis sûr de mourir, je le tuerai pas, donc c'est ridicule, en fait. C'est une question d'intelligence, quoi. C'est ça. Mais vous parlez de ça comme si... Pardon, tu veux lui parler. Il y a qu'à vous donner la parole, mais je vais juste revenir rapidement sur et après je te laisserai parler sur l'exemple de l'inquisiteur. Pour moi, si tu considères que d'un point de vue narratif de l'histoire, c'est une décision qui va mener à un truc vraiment intéressant, et que, ok, c'est suicidaire, et tu vas probablement mourir, que tu réussisses ou pas, mais tu es complètement ok avec donner cette fin épique à ton personnage, et tu sais que ça va pas faire mourir le reste du groupe et terminer la campagne, et ben vas-y. Ah non, c'était un suicide scénaristique, si je faisais ça. C'était quoi? C'était un suicide scénaristique. Dans ce cas-là, moi je le ferais pas. Oui, je fais ça. Enfin, bon. Pareil, on c'est pas une faire en sorte que ce soit pas... Voilà. C'est là où ça a été joué. Et encore, non, il l'a même pas tellement joué, c'est le reste du groupe qui savait que j'aurais fait ça, et du coup, il me l'a pas dit. Mais pour autant, tu vois, pour redonner un autre exemple, je vois à STRN, Seb, il avait un perso, qui était une grosse brute qui avait pas vu sa femme. Au bout d'un moment, ils sont en train de voyager entre des forêts qui sont très tourmentées. Au bout d'un moment, il entend une voix qui est celle qu'il reconnaît comme étant celle de sa femme. Il réfléchit pas, il va. Et pour autant, c'était de la merde, parce que c'était à peu près le seul garde dans le groupe
donc il mettait toute la vie du groupe en péril, plus la sienne en partant tout seul à la zob et il est tombé sur la fiole. Mais pour autant, c'est des choses où tu sais, toi, en tant que joueur, que faut pas faire ça. Mais, Ouais, mais alors là, en termes de logique de jeu, tu te dois de faire ça. Mais oui, mais c'est normal. tu te dois Le jamais. personnage est comme ça. Non, tu te dois jamais. C'est toi qui décides qu'est-ce qui est logique ou pas pour nos personnages. Après, parfois, ça se discute. Mais du coup, pardon, désolé de te couper, mais la question, elle est du coup, est-ce que tu privilégies le fait que tu es dans un jeu de rôle, donc tu dois favoriser la partie, ou est-ce que tu privilégies le fait que tu es dans un jeu de rôle, donc tu incarnes quelqu'un, donc tu dois suivre la logique de cette incarnation? Pour moi, c'est un équilibre entre les deux. Pour moi, il n'y a pas d'équilibre à ce genre. Ben- C'est pas censé être un jeu, en fait. Ben- C'est bien, ça va être le sujet. Eh ben, transition! Attends, il va falloir que je voulais dire. Oui, Ouais, pardon. Désolé, je t'ai coupé 3 fois. Je suis désolé, c'est juste qu'il y a 2-3 choses qui m'échappent un peu dans tous les cas que vous me citez là, c'est qu'on dirait vraiment que les personnages sont seuls avec leur propre choix, alors qu'ils sont dans un groupe avec d'autres personnages. C'est-à-dire que tu vois ton coéquipier qui part dans un suicide sûr et certain, tu sais pas comment ça aller le regarder en mangeant du popcorn, en faisant let's see what happens, tu vois, je veux dire. Je pense que quelque part, c'est aussi aux autres joueurs de réagir et de savoir sauver la personne, et justement, c'est là qu'il y a une interaction très intéressante, parce que les gens peuvent ensuite dire, mais pourquoi t'as voulu essayer de te jeter dans une mort certaine, pourquoi, etc. Et à mon sens, je pense que ce n'est que mon avis, hein, mais si la mort d'un personnage met en danger le scénar, alors faut faire en sorte à ce que faudrait pas faire en sorte à ce qu'un personnage mette en danger le scénar s'il meurt. Concrètement, c'est ça qui donc, si quelqu'un a décidé, même sur un coup de tête, de dire tiens, si j'ai révélé de l'eau de Javel, qu'il le fasse, tant pis. Pour pire, tu me relances une fiche de personnage, je te réintègre dans l'équipe d'une manière ou d'une autre, etc. Mais en aucun cas, un choix débile, et Dieu sait que les joueurs en font beaucoup, en aucun cas, un choix débile ne doit mettre en danger le scénar. Donc, les personnages de base sont dispensables. C'est la survie du scénar avant tout. Donc, déjà, quel que soit le choix de RP que fait le joueur, moi, je lui dis, vas-y, cours, fais ce que tu veux, le monde est à toi, c'est un bac à sable dans lequel tu peux jouer librement. Après, les conséquences, libre à toi les conséquences, tu vas les prendre. Moi, quand un joueur fait un truc comme ça, je lui dis, d'accord, il y aura telle conséquence, il y aura tel truc, attention. Je lui fais éventuellement faire des jets, comme tu te dis, Danaï, justement, pour voir s'il a un instinct de survie, qui lui parle, qui dit, dis donc, est-ce que c'est pas un petit peu con? Tu vois, donc, je fais ce genre de choses-là. Et si, malgré tout, la personne se lance juste là-dessus, tant pis pour lui, c'est tout. Et puis permettre aux autres joueurs, éventuellement, de rattraper le coup. Exactement. De l'empêcher de sauter fais-moi un jet de perception. C'est sûr. Fais-moi un jet de perception. Ah, bah tu vois justement ton coéquipier qui passe par-dessus la rambarde. Tu fais quoi? C'est ça. Ce qui m'en vient dans ton histoire, je te donne la parole juste après, c'est que tu raisonnes le joueur, et tu raisonnes pas le personnage, en fait. En prévenant, en disant, fais gaffe, tu fais de la merde, si tu dis au joueur, fais gaffe, t'es en train de perdre ton personnage si tu fais ça. Alors que, en fait, c'est pas de la menace. Alors que, en soi, est-ce que vraiment on devrait arriver à des choses pareilles si vraiment c'est dans le sens du personnage? Moi, je suis pas bien sûr, mais bon, c'est encore sujet à débattre. Là-dessus, je suis d'accord que les personnages doivent être dispensables. Justement, pour moi, c'est aussi une histoire qui est intéressante parce que les joueurs peuvent justement se mettre à tenir beaucoup trop au personnage. Et ça peut être très dur à la fin si jamais il y a un mort, ça peut être très difficile, surtout pour les débutants, ce genre de choses qui tiennent à cœur le personnage. Bon, il faut les tuer très rapidement pour leur apprendre justement que ça peut Mais du coup, elle a Ça, c'est pas idiot, hein. non mais faire une première mort rapidement, ça peut leur apprendre très vite que voilà, pour que c'est dispensable et après ça va mieux. Exactement. Voilà. Mais justement, par exemple sur l'histoire de la corruption et tout ça, en soi le personnage de Jean n'était pas indispensable. C'est juste que le fait, l'action d'attaquer l'impératrice aurait mis en péril le groupe parce que ça aurait laissé des suppositions comme quoi si lui il était peut-être corrompu il aurait peut-être pu être corrompu parce qu'il aurait attaqué l'impératrice, peut-être que les autres aussi, etc. Et ça aurait entraîné des actions comme ça qui auraient mis en péril tout le groupe en soi. Donc c'est le fait d'attaquer l'impératrice qui était un suicide un peu scénaristique, mais ensuite ça aurait été à moi de faire la pirouette scénaristique pour les sauver tous, on va dire.
Ça se serait arrivé. Mais en soi, il aurait pu faire l'action, il aurait pu essayer. Il y aurait eu peu de chances qu'il y arrive, parce que l'impératrice est quand même bien surveillée. Quoi qu'il arrive, c'est Oui. arrêté. Je me demande si on Peut-être mort en essai. Ouais. Je me demande si on revient pas sur le sujet de... Excuse-moi. Mais comment après, au niveau de l'STRN, il y a aussi un autre problème, c'est pour le fait que effectivement, on est dans un groupe, on se surveille les uns les autres, etc. Le principal problème de se surveiller, c'est le fait que, et ça arrive beaucoup, en tout cas dans les scénarios qu'on fait, c'est le fait que tout le monde n'a absolument pas les mêmes informations que tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai pris l'information que il y avait, que j'entendais ma femme, entre guillemets, dans la forêt, en fait, il y avait que moi qui avais l'information parce que c'était des hallucinations. Donc, il y avait absolument que moi qui avais cette information et je suis parti courir. Et il y a plein de fois, mais surtout dans les scénarios qu'on fait, où on fait des prises à part du personnage ou machin parce que il y a que machin qui a l'info, puis il y a que machin, et dispersion des infos, et au final, tu te retrouves là. Ah, mais en fait, vous savez tout ça? Ouais, c'est... Mais moi, je savais rien! C'est très bien, tri d'informations et communication interpersonnelle. Et voilà, et au final, tu te retrouves complètement largué parce que machin qui sait ça, machin qui sait ça, machin qui sait ça, machin qui sait ça. Et Ça, c'est intéressant. mais c'est intéressant, mais au final, pour surveiller tout le monde, parce que t'as pas toutes les informations, et tu peux pas forcément surveiller de la même manière. Et c'est comme ça que tu te retrouves à courir dans les bois, voilà, parce que voilà. Et les gens ils ont pas forcément le temps de réagir parce que tu viens juste de l'entendre, etc. Et tu te retrouves dans la merde. Au final, c'est au parti parce que moi je considère qu'il faut jouer son personnage d'abord en fonction du background que tu lui as fait, plutôt qu'effectivement le jouer en tant que joueur qui joue un personnage. Plus jouer vraiment le personnage et essayer de l'incarner. Ouais, moi je me demande s'il n'y a pas quand même une limite de problématiques que tu peux mettre dans ton groupe en même temps. Parce qu'en fait, ça me rappelle une des premières parties de Vampire que j'ai faites, où le MJ avait décidé, il nous avait laissé open sur tous nos personnages, on les avait fait séparément, on s'était vu séparément avec le MJ pour construire le personnage, etc. Et autour de la table, on avait, donc moi je jouais une sorte d'adolescent cruel, très porté sur le sexe et très violent avec les femmes. J'avais une ancienne prostituée féministe. Il y avait un vampire qui s'amusait à faire de la chasse à l'homme, qui était un sauvage, mais qui prenait son kiff que en lâchant ses proies dans des endroits et en les traquant. Et en fait, il y avait une base d'emmerde naturelle dans les personnages qui faisait que c'était impossible que cette campagne se passe bien. En fait, et elle ne s'est pas passée bien, en fait. Elle s'est arrêtée vraiment sur une engueulade entre le joueur, la première partie, entre moi et la féministe en question. Ouais, dès que quelqu'un parlait, BAM! Bah oui, ça explosait d'un coup. Et ça, en fait, je me pose la question de savoir, tu vois, quand t'as la chasseuse de monstres qui se jette, qui a décidé de se jeter à chaque fois, l'acquisiteur complètement comme ça, le mec cruel à côté, enfin, tu génères, en fait, dans ton groupe, un groupe qui est impossible. Et donc, il y a quand même une question il y a, à mon avis, un travail entre le MJ et les joueurs dans la cohésion du groupe pour faire en sorte que la partie soit jouable, en fait. Ouais, juste jouable. Sinon, c'est pas possible. Aka n'a toujours pas l'air convaincu. Si tout le monde fait ça, au final, tu te confrontes à des scénarios qui sont pas possibles pour moi. Oui, mais pas du tout. Eh bien, explique-nous donc. Je suis très d'accord avec ton idée, mais pour autant, je ne suis pas pour que les personnages, ça aille tout bien, ce soit tout rose, tout le monde soit tout le temps d'accord. C'est parce que tout. C'est parce que j'ai dit. Le discours, il est il faut s'arranger pour que les joueurs s'entendent. Non, c'est parce que la quand tu joues à un jeu vidéo, Mais quand tu joues à un jeu vidéo, est jouable tant qu'il y a la logique qui permet qu'elle soit jouable. Si le MJ a une vision qui permet que ce soit jouable, je te donne la parole juste après, c'est vraiment que il y a un moyen, il y a une sortie qui existe. Il faut juste la trouver. Et des fois, les joueurs ils l'ont pas et tant pis pour leur gueule. Mais c'est-à-dire que j'aime beaucoup jouer sur le background de mes joueurs, d'essayer de les ramener à les foutre dans des situations où ils sont au pire. C'est vraiment, moi je prends tous les backgrounds, je lis tout, et je fais, qu'est-ce qui serait le pire pour le groupe? Et je fais le jouer. En gros, c'est comme ça que je construis mes scénarios une fois sur deux. Et à partir de là, je réfléchis quand même à comment ils vont faire pour réussir à être dans une situation où ça fonctionne. Mais pour autant, s'ils décident de pas la jouer, je vais pas les forcer. Parce que c'est comme ça, c'est les personnages, ils sont humains, ils ont leur caractère,
Et moi, l'idée que j'ai eue, c'est peut-être pas non plus leur idée du personnage. Mais c'est un petit peu comme si pour une partie d'INSMV, on fait jouer des anges et des démons ensemble. Il y a beaucoup de MJ qui refusent de le faire. Demander à ce qu'il y ait une sorte de cohésion quand même dans le groupe, c'est un petit peu ça en fait. C'est éviter d'avoir des anges et des démons. C'est ça. Moi, je compare vraiment ça à si tu joues à un jeu vidéo collaboratif et que tu as des joueurs qui ont des différents niveaux et que du coup, tu lisses le niveau de la partie au joueur qui est le meilleur. Et en fait, donc au niveau de jeu cauchemardesque, et où, du coup, le jeu est injouable en fait. Parce que juste parce que tu as un joueur qui a décidé qu'il avait son personnage qui était impossible à jouer dans le contexte. Après, ça peut être la porte de sortie facile, mais enfin, pour moi, je pense pas jamais avoir construit une situation où les joueurs ne pouvaient pas jouer ensemble. Et je suis jamais arrivé à des extrémités pareilles. C'est juste éviter les extrêmes, justement. C'est ça, ça, faire, tu peux mettre des extrêmes, mais sans pour autant que ce soit deux opposés, quoi. Mais il y a un vrai problème. J'ai l'impression que c'est pas vraiment sur ça qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup là, ce que tu as décrit comme étant ton mode opératoire pour construire des scénarios. Je trouve ça génial et c'est bien de mettre les personnages des joueurs en difficulté. Mais ma vision de la chose, c'est que c'est tout à fait acceptable pour moi que tes choix en tant que joueur, les choix que tu fais prendre à ton personnage, soient soumis à l'intérêt du scénario, de l'histoire, de la partie, qui parfois prennent le pas sur des questions de logique du personnage, parce que la logique du personnage elle est malléable pour moi, et surtout parce que en fait l'intérêt de faire du jeu de rôle, c'est de s'amuser. Et si tu suis une logique jusqu'à un cul-de-sac scénaristique qui va juste faire terminer la campagne, personne ne s'amuse. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur YouTube, SoundCloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre et à la semaine prochaine.